Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 478 du podcast Touchdown Actu. On a été très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview NFL. Et quelle preview du week-end NFL. À mes côtés, Victor Roulier. Bonjour Victor. Et bonjour Alain, bonjour à tous. Ouais, quelle preview, vraiment 4 matchs exceptionnels. Les 4 sont à voir absolument. Ouais, on est d'accord. Très très chaud. Probablement, c'est quoi? C'est le meilleur week-end de l'année? En général, c'est le meilleur week-end de l'année divisionale. Ouais. Ouais, du très très lourd, 4 superbes affiches. On va aussi parler un petit peu coach. On s'est gardé un petit débat quand même dans cette émission. Mais évidemment, le gros morceau là, c'est pas le débat, c'est vraiment les matchs. On va être à fond là-dedans et on va commencer tout de suite avec un jingle qui donne la patate et des affiches exceptionnelles. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on 3. 1, 2, 3. Work. Le premier match du Divisional Weekend, c'est pas le premier match, mais c'est le premier match dont on va parler. Tampa Bay Buccaneers, tête de série numéro 2, Los Angeles Rams, tête de série numéro 4. C'est pas le premier, c'est dimanche à 21h. Ce sera le gros morceau. C'est un peu notre prime time français, d'ailleurs, mine de rien, celui-là. Donc, Buccaneers, Rams. Je vais pas prendre de pincettes, Victor. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Tom Brady a été saqué 4 fois par les Eagles. Sur la ligne, Tristan Wirfs s'est touché à la cheville, Ryan Johnson souffle de la jambe, Josh Wells s'est touché au quadriceps. Ils sont tous intestins pour dimanche. Est-ce qu'on a la recette pour un match avec de la pression sur Tom Brady et une victoire des Rams? En tout cas, si les Rams veulent gagner, c'est vraiment en défense qu'il va falloir répondre. Et je pense que les Rams ont une défense qui est construite pour répondre aux défis que pose Tampa Bay. Puisque tu as dit, avantage numéro 1, la ligne. La ligne, elle est affaiblie parce que Wirfs, il a l'air sacrément blessé, parce que Jensen, il est affaibli, et il va falloir faire attention. Et en effet, en face, il y a quand même Aaron Donald, il y a quand même Leonard Floyd, il y a quand même Miller qui commence enfin à redevenir un peu celui qu'on connaît. Donc déjà, il y a un énorme défi. Et en général, quand Tom Brady est sous pression, il va vite vers ses cibles prioritaires. Ses cibles prioritaires, c'est quoi? C'est Evans et c'est Gronkowski. Evans, il y a Ramsey pour le couvrir. Ça va être un des duels à suivre du match. Jalen Ramsey contre Mike Evans, ça va être énorme. Après, le facteur un peu X, je prends un peu d'avance, mais au niveau de l'attaque de Tampa Bay, ça va être qui pourra arrêter Gronk, quoi. Mais c'est vrai que tu l'as dit, la ligne qui est historiquement le gros avantage de Tampa Bay et qui permet à Tom Brady de jouer dans un fauteuil, bah là, elle commence à subir un peu les blessures, comme le reste de l'effectif cette année. Aaron Donald peut faire un massacre. Von Miller profite de sa présence maintenant, il commence à s'y faire. Les deux équipes se sont affrontées en saison régulière et ça donne des indices. 34-24 pour les Rams, donc victoire des Rams en saison régulière. 0 jeu au sol pour les Buccaneers, 55 passes lancées par Tom Brady. Est-ce que ça peut être le même scénario? Parce qu'au final, ils ont toujours plein de coureurs blessés. Et ça peut être le même scénario offensivement pour Tampa et avec encore plus de pression sur Brady. Écoute, c'est marrant. Moi, je me souviens très bien de ce match à l'époque. J'avais parié Rams et vraiment, j'ai l'impression que tous les arguments qui avaient marché à ce moment-là sont encore là aujourd'hui. Et j'ai presque envie de dire ce sont les Rams qui sont mieux qu'à l'époque, alors que Tampa Bay, au contraire, peut-être a moins de crédit qu'à l'époque. Alors, je ne les enterre pas. Hein, c'est une des meilleures équipes de la Ligue, c'est le champion en titre, c'est Tom Brady, c'est tout ça. Mais oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a des faiblesses structurelles et que les recettes qu'ont utilisées les Rams pour gagner il y a quelques semaines peuvent être exactement les mêmes, bien sûr. Après, ça avait été un match, pour le coup, quasiment scénario idéal pour les Rams parce que Matt Stafford lance 4 touchdowns dans ce match.
Après, le fait est qu'ils ont des armes pour faire souffrir les cornerbacks des Buccaneers. Ils ont Odell Beckham qui n'était pas là à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un doute sur la date du match. Mais il y avait Odell Robert Beckham. Woods. Donc Mais il y avait Robert Woods. Bon, ouais, voilà. en tout cas, il n'avait pas d'impact, mais il y avait Robert Woods. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'était le scénario idéal. Donc, il y a ce petit bémol-là. Est-ce que Matt Stafford va être aussi bon? Après, le match-up intéressant, on l'a un peu évoqué d'ailleurs déjà dès mardi, mais Cam Akers et ce jeu au sol des Rams, ils ont beaucoup utilisé le jeu au sol lors du premier tour des playoffs. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la même chose contre une défense de Tampa dont la force clairement principale est le jeu au sol? Oui, non, ça, j'y crois pas du tout, par contre. Je pense qu'en fin de saison… Pour toi, ils s'adaptent et ils arrosent dans les airs? Exactement. Parce que je pense qu'en fin de saison, les Buccaneers ont eu du mal au sol, mais on a bien vu contre les Eagles que quand ils sont en mode playoff, ils sont injouables sur ce jeu-là, surtout qu'ils ont récupéré tous les membres du front seven. Par contre, les cornerbacks m'inquiètent énormément. Parce que Jalen Hurts n'a pas profité des opportunités. Mais bon, vous doutez bien que j'ai regardé le Hot 22 de ce match-là, parce que c'est les Eagles. Le nombre de fois où Devonta Smith ou Quez Watkins, ils ont 10 yards ou 5 yards de séparation avec les cornerbacks, tu fais ça contre Cooper Kupp, Odell Beckham, même Tyler Higbee, etc., tu vas être puni. Parce que Matt Stafford, il a des qualités et des défauts, mais quand il s'agit de balancer des bombinettes à 50 yards, c'est quand même pas le dernier. Et moi, vraiment, j'ai très peur que les cornerbacks de Tampa Bay leur coûtent le match. Ouais, moi, je pense qu'on est aussi là-dedans. Et ça continue de dérouler un scénario qui est plutôt favorable aux Rams. Donc, c'est quoi aujourd'hui qui fait qu'on parierait sur les Buccaneers? En dehors de c'est Tom Brady, c'est évidemment j'allais dire une réussite. C'est pas de la réussite, c'est du talent, c'est du travail, etc. Mais c'est un CV incroyable en playoff. Mais voilà, il y a ces défauts-là sur la couverture aérienne, il y a une ligne qui est incertaine, il n'y a pas de coureur. Donc, si on fait un CV anonyme, entre guillemets, et qu'on ne dit pas que c'est Tom Brady à la tête de cette équipe, c'est marrant. Et dans quel scénario tu vois Tampa gagner? Je vais formuler comme ça plutôt. Dans le scénario où il gagne assez largement la bataille des turnovers, parce que Matthew Stafford, on l'a vu cette année, quand il implose, il implose. Hein. Et on n'est jamais à l'abri du Matthew Stafford game à 3 interceptions et un fumble, quoi. Donc, je dirais que si Stafford fait le boulot, je pense qu'ils sont théoriquement plus forts. Mais on ne peut pas mettre de côté qu'il y a un monde où… Parce que la ligne offensive des Rams, ce n'est pas non plus la meilleure de la Ligue. Elle performe mieux que prévu, mais ce n'est pas la meilleure de la Ligue. Et contre Shaquille Barrett, contre Jason Pierre-Paul, contre Avante David, contre Devin White, ils peuvent souffrir. Contre Ndamukong Suh, ils peuvent souffrir. Et donc, je dirais que la clé, c'est vraiment Stafford ne trouve pas de rythme. Il n'y a pas de jeu de course. Et du coup, oui, les receveurs des Rams sont de la séparation, mais Stafford n'a pas le temps de lancer le ballon. Pour moi, c'est ça la clé qui pourrait faire que Tampa Bay gagne le match. Est-ce que tu y crois? On passe au pronostic. Je dois avouer que j'aime beaucoup les pronostics de cette semaine parce que ça part dans tous les sens. Alors, monsieur Mattei, je vais faire ton travail parce que tu as honteusement oublié de le faire. Je dois pronostiquer d'abord. Alors, je vais te dire… Non. Attends. Je tiens à rappeler que la semaine dernière… De quoi? Victor Roulier a réussi 6 sur 6 et a marqué 12 points. Alors, monsieur, je vois tout de suite la mise en cause, sauf que si tu avais écouté l'émission précédente de Preview, tu aurais vu que je rappelais les scores à la fin, après les pronos de tout le monde. C'est moche. Mais donc, oui, tu as fait un perfect la semaine dernière. Et nous sommes dans un mouchoir de poche. Et donc, nous sommes dans un mouchoir. Et donc, on a dit, il faut bien qu'on pronostique dans l'ordre, donc premier, deuxième, pour que ceux derrière puissent s'adapter s'ils veulent adapter leur tactique. Donc, moi, j'attendais l'émission, on se cale sur l'émission, et comme ça, Raphaël a rentré ses pronostics. Raphaël a parié sur les Rams. Et j'avoue que je partirais bien sur les Rams aussi, mais tu vois, je me demande si, en l'occurrence, jouer les Buccaneers, ça me permet éventuellement de repasser devant lui. Et au moins, ça me permettrait de ne pas avoir tous les fans de Tom Brady qui me tombent dessus s'il gagne, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans la rédaction qui a l'air de partir sur les Rams. Et je me dis, au moins, si les Buccaneers gagnent, tu vois, je pourrais dire, vous avez vu, il vous a encore donné tort, bande de haters. C'est dur, parce que je pense franchement que les Rams sont bien sur le papier, quoi. Donc, la tactique va dire les Buccaneers. Allez, je vais avec les Bucks. Je tente les Buccaneers. Ouais, Raoul aussi est sur les Buccaneers. Moi, je pars sur les Rams, comme Raphaël et comme Grégory.
Lucas n'a pas encore pronostiqué, on vous donne les coulisses, mais bon, comme il a 70 points de retard, c'est pas très grave. Alors, je tiens à dire que dans l'équipe, d'habitude, on est plutôt soft sur les pronos, mais c'est Victor, depuis qu'il pronostique avec nous cette année, qui a décidé de trash talker tout le temps. Ah ben, ouais, il n'y a pas que moi. Mais... non, donc du coup, je pars sur les Rams, pas pour une raison tactique, vraiment parce que j'y crois. Je pense qu'ils ont toutes les armes pour gagner. On ne peut jamais mettre de côté Tom Brady. Et de toute façon, les 4 matchs sont des 50-50 ou 55-45. Ouais. Il n'y a pas de favori ultra clair. Ah non, c'est ça qui est bien. Mais oui, je pars avec les Rams. C'est ça qui est bien. Packers, donc moi j'ai dit les Buccaneers, mais honnêtement, si je devais mettre de l'argent, j'hésiterais. Donc je mets Bucks pour la tactique. Packers, San Francisco, les Packers tête de série numéro 1, San Francisco tête de série numéro 6. Ce match aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin. Les 49ers ont explosé les Packers en finale de conférence il y a 2 ans. Alors évidemment, les joueurs ont changé depuis, mais il y aura un petit air de revanche quand même. Green Bay favori. Est-ce que les 49ers n'ont quand même pas une carte à jouer? Leur force, c'est le jeu au sol. Les Packers autorisent 4,7 yards par course en saison régulière. Ils sont 30e en NFL là-dessus. Je cherche le point positif pour les Niners. Parce que celui-là, c'est peut-être le moins équilibré sur le papier, on va dire, de ce week-end. Alors, pour le coup, tu m'as piqué ma punchline de début. C'est dommage. Mais je pense en effet que la clé, elle est là pour les 49ers. C'est faire ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire du sol, et s'appuyer sur un facteur X qui est Deebo Samuel. Il faut qu'ils jouent leur jeu. Là, pour le coup, offensivement, il n'y a pas tellement d'adaptation à avoir parce que leur jeu correspond aux faiblesses des Packers. Donc, il faut juste qu'ils exécutent bien. Après, il y a un point d'interrogation, c'est Jimmy Garoppolo, qui est blessé au poignet, qui, pour éviter de se reblesser au poignet, tombe sur l'épaule, mais se blesse à l'épaule. C'est au pouce. Donc, apparemment, au pouce, pardon, et du coup, là, il est blessé à l'épaule. Enfin bon, donc c'est un peu compliqué. Donc, le jeu de passe risque d'être limité. George Kittle en ce moment est un peu moins bien. Deebo Samuel est un peu ce monde, il faut le dire. Mais je pense que c'est pas grave parce que c'est genre, on le sait, San Francisco, ils sont capables de gagner le match avec 120 yards à la passe et 250 au sol. Donc c'est là-dessus, ils doivent jouer sur leur force et pas forcément vouloir à tout prix surprendre l'adversaire. Non, ce que tu sais faire, tu le fais bien, donc vas-y. Oui, je suis assez d'accord avec toi. On va avoir une bonne dose de Deebo Samuel, receveur / coureur. Il va falloir être créatif, il va falloir pilonner au sol parce qu'il ne faut pas laisser le ballon à Aaron Rodgers. Après, il y a beaucoup d'incertitudes. Tu parlais de Garoppolo. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est évidemment Fred Warner qui est touché à la cheville et Nick Bosa qui a une commotion cérébrale et donc qui va être incertain probablement jusqu'à la veille du match. Voilà, on est sur leurs 2 meilleurs défenseurs a priori. Donc, les Niners ont réussi 5 sacs contre Dallas, donc tu te dis si vraiment Bosa et Warner sont là, pourquoi pas? Ils peuvent essayer de mettre un peu le chantier sur cette ligne de Green Bay, essayer de perturber Aaron Rodgers. Après, on parlait de matchs de saison régulière, eux aussi se sont joués en saison régulière, comme les Rams et les Buccaneers, sauf que là, les Packers menaient 17-0, le match s'est un peu resserré, mais ils gagnent quand même à la fin, 30-28. Dans quel scénario, pour toi, ils font déjouer Aaron Rodgers? Moi, c'est surtout ça que j'arrive pas à résoudre. Ben, je vais juste rajouter un dernier élément avant de répondre à tes questions. C'est le retour des blessures aussi aux Packers qui va être un gros point puisque Jair Alexander revient, Zadarius Smith revient. Jair Alexander n'a pas joué depuis, je ne sais plus, la semaine 4, quelque chose comme ça. Zadarius Smith a dû jouer un match dans la saison. Et c'est là où je vais répondre à ta question, parce que tu dis mettre en difficulté Aaron Rodgers. David Bakhtiari est de retour. David Bakhtiari qui est un des meilleurs tackle gauche de la ligue. Donc, s'il revient à 100%, alors je suis d'accord, ce n'est pas encore une certitude, ça va être un vrai défi pour le coup pour les 49ers. L'absence de Bosa serait vraiment une nouvelle terrible parce que Arik Armstead tout seul, je ne le vois pas forcément réussir à mettre en difficulté cette équipe. Donc, l'absence de Bosa serait terrible. Je pense qu'il y a une faiblesse entre guillemets, parce que les Packers, c'est quand même numéro 1 de la conférence, donc c'est un bel effectif. Mais je dirais que la plus grosse faiblesse de l'attaque, c'est la ligne, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut en profiter. Il faut mettre la pression sur Josh Myers. Il faut mettre la pression sur ces gens-là. Je ne sais pas si John Runyan, le fils d'eux, sera titulaire en garde, mais s'il l'est, je ne trouve pas impérial non plus. Donc, je pense que, en tout cas, il va falloir mettre la pression. Et Armstead, qui est assez polyvalent, la pression, il faut qu'ils la mettent de l'intérieur, à mon avis. Bon, ça, en tout cas, encore une fois, ça me semble une tâche compliquée. Donc, on en arrive au pronostic.
j'ai l'impression que c'est le seul qui va faire l'unanimité, pour être honnête. C'est possible. Moi, je vais te dire, il y a une chose déjà qui me donne envie de pronostiquer les Packers, c'est Davante Adams contre les cornerbacks des 49ers. Oui, enfin, qui va défendre Davante Adams? Moi, je pense qu'on peut avoir un Davante Adams game, un truc assez sale. Le pass rush des Packers récupère des gens et en plus, les Preston Smith, les Rashan Gary font une bonne saison. Je misais Packers, même si voilà, le match il y a 2 ans, qui était une boucherie, je crois que c'est 28-0 ou quelque chose comme ça en première mi-temps. Les 49ers peuvent le faire, mais quand même. Ça aurait été en finale de conférence, j'aurais misé les 49ers, mais comme on est encore en divisional, je vais miser les Packers. Bon, et je confirme que c'est une unanimité puisque Lucas vient de rentrer ses pronostics et il part sur les Packers. Donc, et Packers... il part sur les Buccaneers, donc on est à 3-3 sur les Buccaneers Raps. Voilà, bon, en tout cas, c'est ce que je disais, celui-là, a priori, devrait être la seule unanimité. Donc Packers pour tout le monde. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On passe à la conférence AFC avec la très, très belle affiche de la semaine. C'est probablement le plus beau match, même si le Buccaneers-Rams, pour moi, est quand même très, très haut aussi. Mais celui-là, entre les Chiefs et les Bills, forcément, sur l'impression qu'ont fait les deux équipes pendant leur match du premier tour des playoffs, est hyper attendu. Ce sera le dernier match du week-end dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 30. Donc, c'est des horaires un peu particuliers. Faites bien attention. D'ailleurs, 21h, on a dit dimanche, et ensuite le deuxième match à minuit 30. Clairement, l'affiche incontournable, ce sera le dernier match. 2 équipes qui ont réalisé un énorme premier tour, on l'a dit. Les Bills ont explosé les Patriots avec 7 touchdowns dans 7 possessions, une défense de fer. Est-ce que les Bills sont favoris? Je ne pense pas qu'on puisse vraiment donner un favori dans ce match. Je pense que c'est vraiment la définition même du 50-50. Par contre, si je compare à l'année dernière, je pense qu'ils ont peut-être l'expérience et la maturité qui peut faire qu'ils sont beaucoup plus compétitifs. L'attaque a été incroyable. La clé pour les Bills, pour maintenir cette attaque-là, c'est la ligne. Alors, je suis désolé, je répète un peu, mais là, c'est des équipes qui dépendent beaucoup de ça. La ligne des Bills, elle a été mauvaise une grosse partie de la saison, ce qui a expliqué une certaine contre-performance de Josh Allen, ce qui a expliqué aussi l'absence du jeu de course, parce que l'absence du jeu de course n'était pas due qu'aux receveurs. Donc, cette ligne offensive ne va pas affronter un pass rush incroyable non plus, un bon pass rush, Jaron Reed, Jones, etc., c'est des super joueurs, mais ils doivent pouvoir contenir ça. Et déjà, s'ils contiennent ça et que Josh Allen a le temps de jouer son jeu, je pense qu'ils peuvent faire très mal offensivement. Ah bah, clairement, oui. On l'a vu contre les Patriots et les Bills, surtout, ont gagné en saison régulière 38-20. Kansas City avait perdu 4 ballons. Josh Allen était en feu, scénario idéal. On l'a dit, il peut encore faire très mal. C'est une des pires équipes contre la passe cette année. Enfin, voilà. C'est vraiment Josh Allen contre la défense des Chiefs. Clairement, ça me semble un match-up à l'avantage des Bills. Après, le facteur X, ça me fait bizarre de dire ça. Est-ce que Patrick Mahomes et son attaque peuvent suivre le rythme? Parce qu'eux sont face à une des meilleures défenses des playoffs. Et qu'ils ont fait des erreurs cette année. C'est ça, en fait. La défense des Chiefs, ça se vit sur les turnovers. Bon, ça, on sait, ça fait des années, etc. La défense des Bills, ça ne se vit pas sur les turnovers. Enfin, pas que, en tout cas. La défense des Bills, elle est juste complète partout. Il y a le meilleur duo de safety de la ligue, Micah Hyde et Jordan Poyer. Si vous avez autre chose, c'est que vous avez tort. Je suis désolé de vous le dire. On l'oublie presque, mais le meilleur défenseur, ou en tout cas la star de cette défense, Tre'Davious White, est blessé. Et pourtant, au niveau des cornerbacks, Levi Wallace, ça fait le boulot. Dane Jackson, ça fait le boulot. Il y en a un troisième dont le nom m'échappe. La ligne défensive a vraiment haussé son niveau de jeu. Matt Milano est toujours impérial. Je pense que globalement, on est sur une défense qui a tout pour arrêter les Chiefs, sauf que c'est Kansas City. Et que ça fait 2 ans qu'ils ont roulé sur tout le monde, sur toutes les défenses dont on a dit, vous allez voir, ils vont les arrêter. À part les Buccaneers, ce dernier Super Bowl,
Quand même, Kansas City a été au Super Bowl les dernières années, donc à chaque fois, ça passe. Donc voilà, j'ai dit Dane Jackson, Levi Wallace, c'est pas mal. Ça peut quand même se prendre 180 yards en 3 quarts temps par Tyreek Hill. Ouais, On va pas se mentir. Et puis là où c'était rassurant au tour précédent pour Kansas City, c'est qu'ils ont utilisé plusieurs armes. Byron Pringle, Michael Hardman, qui se sont montrés, même McKinnon. Voilà, il y a des choses qui se sont passées de ce côté-là qui sont rassurants avec Kansas City. Donc, évidemment, quand je demandais si Buffalo était favori au début, c'est une demi-provocation. On est face à des Chiefs qui sont quand même sur 2 Super Bowls de suite, donc double tenant du titre en AFC. Donc voilà, ils ont battu les Bills la saison dernière. Après, c'est vrai, c'est dur de ne pas être impressionné par ce qu'a fait Buffalo la semaine dernière. Donc, c'est ce qui rend ce match passionnant. Est-ce que, je ne sais pas, tu as peur un petit peu d'être… je sais pas, moi, j'ai un peu peur de me dire, ouais, mais si on s'enflamme tous pour Buffalo, c'est le moment où là, ils vont nous faire un match 100 et puis Patrick Mahomes va leur coller 400-500 yards. Et puis… Bah écoute, après, il faudra quand même que Kansas City démarre dès le premier quart-temps et pas dès le deuxième comme ils ont fait contre les Steelers. Il y a ça aussi. Est-ce qu'ils vont finir par se faire sanctionner de leur départ lent en playoff? Oui, après, ça fait 2 ans qu'on dit qu'ils vont se faire sanctionner. Et même quand ils perdent 24-0 contre Houston, ils finissent par gagner le match. Ouais, mais ils sont même en tête. Là, c'est pas Houston. Hein. Non, je suis d'accord. Écoute, moi, je vais être totalement honnête. Pour moi, c'est un 50-50 absolu. Je dirais que la défense des Bills étant meilleure que la défense Kansas City, j'ai un peu envie de miser Buffalo quand même. Et c'est pas un secret, hein, je le dis assez ouvertement régulièrement. Mon équipe de cœur en AFC, c'est les Bills. Alors bien sûr, rien de comparable avec les Eagles, mais du coup, j'ai envie de croire en eux et je mise les Bills. Je sais vraiment pas quoi faire. Je sais vraiment pas. Raphaël a mis les Chiefs. Raphaël, Grégory, Lucas ont mis les Chiefs et Raoul et moi avons mis les Bills. Ouais. Et je sais vraiment pas quoi faire. J'ai vraiment peur d'être déçu par Buffalo. Il y a une autre stat. Alors évidemment, elle vaut rien parce que chaque stat prise à part, évidemment, vaut rien. Mais tu te rends compte que Patrick Mahomes a joué 9 matchs de playoff. Les 2 seules fois où il perd, c'est face à Tom Brady. Ouais. Et les seules fois où il lance des interceptions en playoff, c'est au Super Bowl, je crois. Par contre, il lance beaucoup au Super Bowl. Ça, c'est un peu débat. Donc voilà. Donc je sais pas. Il y a ces 2 stats-là qui me font mal. Et donc, je regarde par rapport à Raphaël, parce que je n'ai pas le droit de regarder par rapport à toi. Je suis censé pronostiquer avant toi. Il met les Chiefs. J'ai déjà fait les Buccaneers différents sur le match tout à l'heure. Après, ça s'annule comme ça. S'il y en a un où je me plante, l'autre peut-être me rattrapera ou alors je me fais enfoncer. Mais je vais dire les Bills. Ah, c'est beau. 3-3 entre Bills et Chiefs. Comme entre Rams et Buccaneers. Je crois que je vais dire les Bills, mais ça me fait peur de parier contre les Chiefs, franchement. Ah, je comprends. Moi aussi, je dois t'avouer que je suis pas serein, quoi, parce que c'est le genre de match où Kansas City, quand ça veut dérouler, on sait de quoi c'est capable. Ah, celui-là, il va vraiment, vraiment être impressionnant, en tout cas. Tennessee, donc ça fait, tu le disais, Bills pour toi, pour moi. Raoul aussi dans la rédaction. Grégory, Raphaël, Lucas, eux, ont choisi les Chiefs. Le dernier match dont on va parler et qui sera le premier match chronologiquement, samedi à 22h30, les Titans contre les Bengals. Tennessee est tête de série numéro 1, les Bengals sont tête de série numéro 4. Les Titans donc qui entrent en piste après une semaine de repos, peut-être avec Derrick Henry. Au moment où on se parle, il s'entraîne avec contact. Il a pris des coups mercredi et ça s'est bien passé. Donc, il devrait être de retour probablement. Attendez le dernier moment pour parier, probablement. Donc, la hype des Bengals contre l'anti-hype des Titans. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est l'équipe qui est toujours là, mais qui n'a pas l'air d'enthousiasmer grand monde. Je me trompe ou j'ai l'impression qu'on a la méga hype, Joe Burrow, Ja'Marr Chase, etc. Tout le monde est éclaté. Et en face, les Titans, dont on se demande un peu comment ils sont là. Ils sont tête de série numéro 1, mais ils n'excitent personne, quoi. Tu sais ce que ça me rappelle, les Titans, tête de série numéro 1, mais personne n'y croit parce qu'ils ont des blessés, parce que ça va finir par tourner, parce que les autres sont trop forts. Ça me rappelle les Eagles 2017. Et en plus, il me fait du teasing pour le fauteuil de la semaine. Non, mais ça me rappelle les Eagles 2017. Carson Wentz s'est blessé, puisque à l'époque, Carson Wentz était dans le niveau MVP. Oui, c'est peut-être difficile à croire, mais c'est réalité. Et tout le monde dit, avec Nick Foles, etc., ça ne marchera pas. Oui, ils sont premiers de conférence, mais ils vont perdre contre Atlanta. Oui, ils sont premiers de conférence. Ils étaient premiers, les Eagles ? Oui, bien sûr. Ah ouais. Et ils vont perdre contre Minnesota, ils vont machin. Non. Alors, je vais un peu être en contradiction derrière, mais ce que je veux dire, c'est n'enterrons pas les Titans. Ils ne sont pas premiers de conférence pour rien. Et ils sont
assez fun à voir jouer. Moi, je comprends pas trop le côté. Alors oui, Derrick Henry sera sûrement là. J'ai envie de dire que la question, c'est plus à quel niveau d'implication. Moi, Est-ce qu'il sera là à 50% ou à 100% ou à 10%? Ouais, moi, je suis jamais fan de ces retours un peu. Ouais, c'est un peu compliqué. En général, ça se passe mal. En général, ça se passe mal. Surtout qu'en playoff, il a parfois eu du mal à être décisif. Mais bon, il y a des armes en attaque pour les Titans. Je veux dire, Tanui, il est bien meilleur qu'on ne le croit, parce qu'il a été abandonné par sa ligne toute la saison, et pourtant, il a fait le boulot. Et mine de rien, les Bengals, s'ils ont bien une faiblesse, elle est plutôt en défense, et s'ils ont bien une faiblesse, elle est au niveau, pour moi, des cornerbacks. Et mine de rien, Julio Jones et J. Brown, il va falloir les défendre. Hein. Ouais, après, alors, oui, mais après, je suis comme toi. Donc, dans quelle forme sera Derrick Henry? On est d'accord. Est-ce que Julio Jones est enfin prêt à faire un grand match? Parce qu'il n'en a pas non plus fait des camions hein, cette année. J'ai plus peur des Brown si je suis. Bien sûr. Si je suis. Comment ça s'appelle les Bengals. Excusez-moi, je suis un peu perturbé parce que ma souris s'est éteinte et donc je ne peux plus gérer. Donc oui, non, je suis un peu plus perturbé par ça. Après, ouais, Julio Jones, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'à la limite, la couverture aérienne, ça a l'air d'être le point faible des deux côtés. C'est-à-dire que les Titans, eux, sont 25e contre la passe et il y a Ja'Marr Chase et Joe Burrow en face. Donc, est-ce qu'eux aussi risquent pas de prendre l'eau? Ah bah je pense que clairement, si les Titans veulent gagner ce match, il va falloir faire beaucoup mieux que prévu en défense. Parce que Ja'Marr Chase, Tyler Boyd, Uzoma, Higgins, même Mixon, hein, parce qu'on oublie souvent que les Bengals, ce n'est pas qu'une attaque de feu offensivement, c'est aussi une attaque qui peut jouer au sol. Mine de rien, il n'y a pas beaucoup de monde pour les affronter. Donc, je pense aussi que ça va être un des gros défis. Comment les linebackers et les cornerbacks vont réussir à couvrir toutes ces cibles-là. Là, est-ce que la clé, c'est pas de mettre la pression sur Joe Burrow et de profiter d'une ligne offensive un peu suboptimale? Peut-être. Dans ce cas-là, il faudra un grand Bud de prix, un grand Harold Landry, ce qu'on n'a pas forcément vu cette année, même si Landry est fidèle à lui-même, c'est-à-dire bon, mais pas exceptionnel. Donc, je pense que des deux côtés, de toute façon, le front seven doit mettre la pression sur le quarterback. Et du coup, c'est sûr. Du coup, la clé pour moi, c'est Trey Hendrickson. Exactement. Qui a une commotion cérébrale. Donc, avec et sans lui, c'est pas la même chose. Voilà. S'il n'est pas là, ça change tout. Ils risquent de prendre un bouillon en défense et ça va être très, très dur de suivre. S'il est là, ça équilibre les choses. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que Hendrickson, c'est une commotion, hein, si je dis pas de bêtises, lui aussi. Ouais. Donc, on saura au dernier moment. Hein. Ça, malheureusement, c'est difficile de prévoir. Ouais. Mais oui, ça va être un des points fondamentaux de ce match, c'est sûr. Et puis, quand même, le jeu au sol des Titans, petit extra possible. Parce que si Derrick Henry, on dit ça comme si c'était un détail, mais Derrick Henry, c'est quand même le meilleur coureur de la ligue s'il revient en bonne forme. S'il revient en bonne forme, c'est pas neutre. Là, pour le coup, ça les met au-dessus, non? Mais c'est sûr que, par exemple, Rams Buccaneers, j'ai dit ça sera un match aérien et vraiment, je vois aucun monde où le jeu de course fait la différence. Dans ce match-là, d'un côté comme de l'autre, hein, Derrick Henry ou Joe Mixon, le jeu de course peut faire la différence. Donc, c'est des attaques assez variées. Je pense que oui, les Titans doivent être plus explosifs qu'attendus en attaque. Et un des points aussi, quand même, de méfiance au niveau de Cincinnati, c'est quand même cette inefficacité en red zone qu'on a vu contre les Riders. Contre les Titans, s'ils vont en red zone, il faut marquer des touchdowns. Il ne faut pas se contenter de field goal parce que ça risque d'être difficile derrière de suivre. Ça aussi, ouais. Ça va être un gros point important. On en avait parlé dans le débrief de mardi. Clairement, il va falloir marquer des touchdowns. Le pronostic. Alors là, je vérifie. Alors, tout le monde a pronostiqué sauf moi. Ah oui, donc il faut que je fasse avant toi. Raphaël a mis Bengals et je vais le suivre là-dessus. Eh bien, moi aussi. Et pourtant, vous serez étonné de savoir que c'est 3 partout encore pour ce match-là.
On a 3 des 4 matchs qui Après- sont à 3 partout dans la rédaction. Après, tu dis, ça vous étonne. Honnêtement, je comprends qu'on pronostique Titans sur ce match-là. C'est du 50-50. Non, c'est juste que quand on t'écoute, on a l'impression qu'il y a 3 votes à 0. Et finalement, Oui, en pardon, fait, il y a ouais. 3 votes partout. C'est ce que j'allais dire. Après nous, puisque du coup, on fait dans l'ordre des scores. Donc, Raphaël est en 1, il a pris les Bengals. Je le suis derrière avec les Bengals. Toi aussi, Bengals. Mais en effet, derrière, alors Raoul est juste devant toi. Je vais redonner les scores parce que là, il faut que les gens comprennent. La semaine dernière, Victor est tout fier parce qu'il a réussi un 6 sur 6. Ce qui veut dire qu'avec 2 points par match pendant les playoffs, ça lui a fait 12 points. On a tous fait 5. Raphaël, Grégory, Raoul et moi, on a tous fait 5, donc on a pris 10 points, sauf Lucas qui a fait 4 et donc qui prend 8 points, et là évidemment qui s'éloigne encore au classement, puisque au classement général, 177 points pour Lucas, 181 pour Grégory, 191 190 pour Victor, 191 pour Raoul et moi, et 192 pour Raphaël. Donc, on se tient à 4 en 2 points. Et vu que c'est 2 points par match, en effet, c'est très, très stratégique. C'est pour ça qu'on a été très, très stratégique sur les pronos. Et là, tu le disais, c'est 3 partout sur le Bengals Titans, 3 partout sur le Rams Buccaneers et 3 partout sur le Bills Chiefs. Au niveau des pronos, on est à 50-50 dans tous les matchs, hein, sauf le Packers Niners, qui est le seul à l'unanimité. Mais là, ça devient tactique. Ça devient tactique. Et franchement, c'est encore une fois, hein, c'est unanimité sur le papier, mais on n'est pas en train de dire que c'est du 70-30. Hein. Ça va être un match disputé. C'est du. Ouais. Et je suis en train de calculer. Là, je me disais, j'ai un point de retard sur Raphaël. On a 2 différents. Donc, si il me bat sur les 2 différents, j'ai 5 points de retard. Et ça veut dire que sur les 3 derniers matchs, je dois jouer tout l'inverse de lui pour. Je m'engage à le faire. Si j'ai 5 points de retard, j'irai au panache. Je prendrai tout le temps l'inverse. De toute façon, tu n'auras pas le choix. Tu ne vas pas jouer à 2e place. Hein. Bah non, c'est ça. Ouais, mais on ne sait jamais. Je ne veux pas terminer dernier non plus. Bon, tu me diras, non, il a combien de points de retard, Lucas? Ah non, tu ne termineras pas dernier. Bon, on est bon là. Attends, on en a un de. Il peut me reprendre 4 points cette semaine. Mais, ouais, il a 14 points de retard. Ouais, non, ça va. Je resterai. Ça va. On est assuré qu'il soit à la dernière place, a priori. En tout cas, nous, on est assuré qu'il ne nous rattrape pas, si tout va bien. Voilà, pour les pronos, un petit débat. Allez, un petit débat. Un petit débat, c'est pas je ne sais pas si on va se hurler dessus, mais en tout cas, on voulait évoquer ça parce qu'il y a un article, et vous n'avez pas forcément le temps de lire les articles sur le site, qui liste les 8 postes d'entraîneur actuellement disponibles en NFL. C'est Victor qui l'a écrit, donc j'en profitais de l'avoir sous la main pour parler de ça. On voulait faire un petit point sur ces 8 postes et se demander quel était le plus attirant. Alors, on ne va pas faire tout le détail que Victor a fait dans son article, évidemment, on vous y réfère, mais on va poser la question simple. Quel est le poste de coach le plus attirant en NFL ? On peut partir peut-être du bas, Victor, et en éliminer quelques-uns déjà rapidement. Oui, alors juste on précise, on dit 8. Officiellement, il y a 7 postes disponibles, mais il paraît de plus en plus clair que Bisaccia aux Riders ne sera pas conservé. Hein, parce que, ils ont dit qu'ils allaient interviewer d'autres personnes, mais ils ne l'ont pas officiellement viré. Mais bon, on considère que c'est ouvert. Hein. Oui, c'est un poste ouvert, clairement. Et après, tu vois, au final, il y a eu un intérimaire derrière Urban Meyer et on dit bien que le poste des Jaguars est ouvert. Hein. Non, mais bien sûr. Donc, mais pour moi, il y a quand j'ai cherché à savoir quelle était la meilleure équipe, j'ai hésité entre 4. Et on a 4 que j'ai très vite squeezé. Alors, facile, il y en a 2 faciles, à mon avis. Les Giants. D'accord. C'est juste parce qu'ils ont un cap négatif. Toutes les autres équipes ont beaucoup de cap space, donc de masse salariale disponible pour parler en français. New York, il y a un effectif offensivement catastrophique. Ouais. Il y a 2 premiers choix, il y a 2 top 10 de draft. C'est la seule chose, c'est le seul point positif. Oui, et puis c'est pas forcément des bons top 10 de draft. Non, mais d'accord, cap space négatif et incertitude quarterback, incertitude ligne offensive, incertitude partout. Quoi. Et pas encore de general manager non plus. Et pas encore de oui, donc c'est le bordel. Et en parlant de bordel, les Texans aussi, évidemment, hein, qui en fait ont montré qu'il ne faut pas y aller en virant un coach qui avait l'air compétent. Donc je pense que déjà ça se situe. Et puis toutes les intrigues internes entre anciens Patriots, anciens pasteurs des Patriots, anciens GM, anciens mecs du personnel devenus GM, etc. Bon, il y a de l'intrigue à tous les étages. Ça a l'air d'être une ambiance très, très particulière. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai plus son nom, il y a un joueur des 49ers qui a été échangé pendant la saison des Texans aux 49ers. Et on lui a demandé la différence entre les 2 équipes hier en conférence de presse, je ne sais plus quel, The Athletic, je crois. Et il a dit, ici, c'est pas un cirque, quoi. Non, mais c'est
c'est une catastrophe, les Texans. En plus, ils ont un franchise quarterback qui leur coûte très cher, mais qui ne peut pas jouer et qui jouera certainement jamais, dont on ne sait pas s'il sera échangé ou s'il sera en prison. C'est une Ils ont catastrophe. viré Cully, c'est honteux. Ah C'est ouais, non, honteux. mais- Ils étaient dans la bonne direction et ils repartent. Et j'avais écrit un article il y a très longtemps sur Jack Esterby, enfin il y a très longtemps, il y a peut-être un an. Oui. Il est toujours valable. Hein. C'est tant qu'il y aura des gens comme ça qui chuchoteront. C'est un peu dans le Seigneur des Anneaux, si vous voyez la langue de vipère qui chuchote au roi maudit, bah, c'est un peu ça, les Texans. Donc clairement, faut pas y aller. J'ai pas vu le Seigneur des Anneaux, mais je te crois. Donc, Jaguars, Texans, on vire. Il y en avait 2 autres, tu as dit que tu as viré vite. C'était lesquels? Jaguars, parce que je pense que c'est un long chantier. Je dis pas, attention, ça peut être motivant pour un constructeur parce qu'il y a énormément de cap space, il y a beaucoup de choix de draft, etc. Ça peut être motivant, mais ça va être très long. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit le plus attirant aujourd'hui. J'aime bien quand tu dis ça peut être attirant pour un constructeur. J'imagine un mec dans un bureau chez Bouygues Immobilier, tu sais, en train de faire ouais, non, ça franchement, c'est du long terme. Pour nous, il y a un marché énorme. Moi, j'imagine Doug Pederson, mais ça, c'est autre chose. C'est vrai. Oui, et j'ai enlevé les Broncos. Alors, ça peut surprendre. Dur, ouais. Ça peut surprendre. Mais en fait, je trouve que Denver, ils ont un peu laissé passer leur chance. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de franchise quarterback. Donc ça, déjà, à part une autre équipe dans le top 4, je veux dire, enfin, en tout cas, ils n'ont ni de franchise quarterback, ni de quarterback pour l'avenir. Donc, globalement, ils n'ont pas… C'est le poste le plus important. Après, ils ont plein d'autres armes offensives, OK. Et ils ont une défense qui a toujours surperformé parce qu'elle a été super bien coachée. Le problème, c'est qu'on n'a aucune assurance qu'elle soit aussi bien coachée ensuite. Et moi, il y a en plus quand même ce problème de changement de propriétaire. Donc finalement, tu vas arriver dans une franchise, mais tu ne connais pas la direction parce que dans un an, le propriétaire sera différent. Donc peut-être qu'il va totalement te dire non, on va faire l'inverse de ce qu'on t'a promis il y a un an. Donc je les ai fait descendre pour toutes ces incertitudes parce que je pense que c'est séduisant sur le papier quand on regarde l'effectif, mais en coulisses, travailler avec George Patton sans savoir qui sera le propriétaire, il y a un peu trop d'incertitude pour moi. Oui, non, je suis assez d'accord là-dessus. Mais après, si tu prends quand même purement effectif, franchement, je trouve que c'est quand même pas, c'est pas forcément un mauvais plan. J'ai vu que tu mettais Dan Quinn d'ailleurs à Denver. J'étais assez étonné parce que je trouve que tu remplaces un coach défensif par un coach défensif et il y a toujours besoin d'un quarterback. Du coup, mais c'est ce que je pense qu'ils vont faire. Oui, voilà, c'est pas ce que j'aurais fait. Parce que je pense qu'ils vont faire. S'ils font ça, en fait, il suffisait de changer de coordinateur offensif, quoi. Exactement. Non, mais je pense que c'est ce qu'ils vont faire et j'ai pas envie. Après, voilà, moi, je dis la polémique un peu, là où je me projette beaucoup, c'est que j'ai mis en 4 les Bears. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais attends, je préfère être aux Broncos qu'aux Bears. Et je pourrais comprendre. Alors, je pourrais largement comprendre. Tu sais quoi, je te comprends parce qu'il y a un quarterback. Il y a un quarterback à développer, il y a du cap space, il y a, mine de rien, de quoi nettoyer d'effectifs assez rapidement. Alors, il n'y a pas de general manager pour l'instant et il n'y a pas de premier tour. Ça, c'est vrai, c'est le prix à payer pour Justin Fields, puisque le premier tour est chez les Giants. Mais je ne sais pas. Ça, c'est pas... Pour le coup, il y a quand même des playmakers et puis voilà, il y a un jeune quarterback et tu peux essayer de construire autour. Ça marchera ou ça ne marchera pas. Mais franchement, avoir un quarterback top 10 à développer, etc., c'est quand même un peu ce qu'il y a de plus motivant au football. Non, mais clairement. Clairement. Alors, on va maintenant… Donc, il nous reste Vikings, Dolphins, Raiders. Ouais. On va maintenant dire lequel est le plus attirant. Pour toi, c'est quoi le meilleur poste de coach disponible? Pour moi, c'est les Raiders. Je pense qu'on est d'accord. Ça me semble assez évident aussi. Tu as Derek Carr, Max Crosby, Hunter Renfrow, Darren Waller. Enfin, il y a quand même des bases. Et c'est une équipe qui est en playoff. Déjà, c'est la seule équipe qui a un top 10 quarterback. Donc, top déjà… 10, oh la vache, tu vas te friter avec ceux de lundi qui m'ont dit que ce n'était pas du tout le cas. Pour le coup, je crois qu'avant la saison, j'avais mis 12 et je pense que là je mets top 10. Ouais. Ok. Oh oui, non, mais moi, j'ai écouté le podcast. Pour le coup, je suis beaucoup plus fan de Derek Carr que mes compères. D'accord. Il y a des choix de draft. Il y a beaucoup de cap space. Il n'y a pas tant d'agents libres que ça. Alors, il faudra voir qui sera le general manager, parce qu'à l'époque où j'ai écrit l'article, c'était encore Mike Mayock. Et il y a quand même, je pense qu'il y a un groupe. Alors oui, Ruggs n'est plus là, c'est dommage. Mais il y a Max Crosby, il y a Derek Carr, il y a
Miller, il y a Hunter Renfrow, il y a quand même du talent dans cette équipe, quoi. Et franchement, il y a du talent, du cap space, un quarterback. Je ne vois pas ce qu'on peut vraiment demander de plus. Donc, et en plus, tu es à Las Vegas. Donc, si tu aimes bien les filles dévêtues et les jeux d'argent, ça sera ta ville. Oui, est-ce que c'est vraiment un avantage moi, ça me fait très peur. pour une Si équipe vraiment, NFL, je ne sais pas. Si vraiment c'est Jim Harbaugh, comme la rumeur le dit, Moi, je ne sais pas si Jim Harbaugh et Las Vegas, c'est un bon mariage. Je suis chaud bouillant sur cette association. Donc oui, tu l'as dit, Jim Harbaugh, on peut évoquer. Moi, je suis chaud bouillant. Écoute, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il a enfin, après des années d'errance, il a enfin réussi quelque chose avec Michigan cette année en allant en demi-finale universitaire, après avoir accepté une baisse de salaire, etc., pour rester en poste. Donc, il a dit, attendez, je vais rester, je vais vous prouver que je peux réussir. Maintenant, il a réussi, parce qu'emmener Michigan en demi-finale universitaire, on peut dire que c'est réussi. Donc, il peut se dire, tiens, bah voilà, ce chapitre est fini et je repars en NFL. Mais après... les coachs qui reviennent en NCAA, en général, ils ne repartent pas en NFL. Donc, j'attends vraiment de voir, parce qu'il y a tous les ans des rumeurs de Jim Harbaugh. Oui, clairement. Donc, j'attends vraiment de voir. Et je suis un peu, parfois, je ne comprends pas tellement l'aura qu'il peut avoir. Enfin, OK, il était fun et tout, mais il a eu des résultats quand même. Hein. Oui, d'accord, mais il est allé au Super Bowl. OK, Doug Peterson aussi. Hein. Doug Peterson, il en a gagné un. Attends. Mais Doug Peterson, il a gagné une bague. Oui, voilà. mais le truc qui joue pour Jim Harbaugh, c'est qu'il est parti avant que ça se gâte. Dan Quinn, il a été au Super Bowl. Non, mais encore une fois, il est parti avant que ça se gâte. Oui, c'est-à-dire qu'il a cette aura du mec qui a tout réussi, qui est parti dans des conditions pourries parce qu'il était brouillé avec le GM, etc. Mais en fait, il part sur un bon bilan. Et en plus, derrière, l'équipe se casse la tronche. Donc, on dit, ah bah oui, mais vous avez vu quand Harbaugh était là. Donc voilà, peut-être que ça va se casser la tronche quand il va revenir, hein, j'en sais rien. Mais tu me demandes pourquoi, je te dis, c'est aussi le contexte en fait, parce qu'il arrive, il prend une équipe qui est au fond, il l'emmène en playoff, il l'emmène au Super Bowl et il repart, ça se casse la tronche. Donc on se dit, bah ouais, forcément. Mais oui. Et c'est qui pour toi le poste dont tu as envie? Non, mais Raiders aussi. Aussi. Moi, c'est Raiders, c'est derrière Vikings parce que tu as quand même un super effectif. Alors oui, je crois que c'est pas idéal niveau salary cap, c'est ça? Je suis pas le gourou, Vikings, ils ont un peu laissé passer leur chance. Je pense que les prochaines années risquent d'être un peu plus difficiles. Avec un salary cap compliqué, il va falloir nettoyer ça. Donc, l'effectif va un peu diminuer en qualité. Mais moi, je les avais mis troisième, mais clairement, ça joue dans un mouchoir de poche. J'aurais pu les mettre deuxième aussi. Bon, voilà. Moi, je les ai deuxième. Après, pourquoi Dolphins si haut? Parce que. Alors, Dolphins si haut. On fait quoi de Tua Tagovailoa? En fait, ça dépend. Si tu les mets si haut, c'est que tu crois en Tua Tagovailoa, du coup. Oh là, ça serait un peu. En tout cas, il a progressé. D'accord. Ça, c'est une certitude. Après, je suis. Vous m'excuserez, hein, c'est un peu une déformation professionnelle, mais j'ai un peu parfois trop la tête dans les chiffres, peut-être. Mais globalement, ils ont un bon effectif parce qu'ils ont été aux portes des playoffs, qui leur coûte rien. Ils ont 74 millions de cap space. C'est énorme, c'est le plus gros de la ligue. Ils ont déjà un effectif avec du talent. Ils ont 8 choix de draft, donc ils ne sont pas overcommit à envoyer des choix de draft partout. Ils n'ont pas tant que ça d'agents libres et ils ont plein d'argent pour renforcer cet effectif. Moi, je trouve que globalement, tu as de quoi faire, quoi. Après, même si tu ne crois pas en Tua, tu peux très bien drafter un autre quarterback ou même aller, tu as tellement de cap space, aller chercher je sais pas, un Russell Wilson ou autre, aller essayer de draguer ou autre. Mais même tu sais très bien qu'ils lâcheront pas. À chaque fois, on se fait des idées sur ces trucs-là. Mais pour le coup, je trouve qu'en fait, c'est presque on te donne une feuille blanche avec un effectif qui te coûte rien et qui est déjà aux portes des playoffs. Ouais, donc là, c'est vraiment Football Manager, quoi. C'est Football Manager, ouais, on est d'accord. Je peux comprendre. Moi, j'assume le côté Football Manager de César. Ouais. Je peux complètement. Bon, en tout cas, on est plutôt d'accord sur les Raiders. On passe aux cotes. Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Victor, est-ce que… Alors là, il y a de la bonne cote parce que je vais te dire que, on l'a dit, c'est que des matchs 50-50. Donc, si tu crois dans ce que Unibet considère être l'outsider, il y a de la bonne cote.
quelle est celle qui t'emballe le plus? Moi, j'ai l'impression que c'est... Ah non, c'est pas la plus grosse. Je vais dire, c'est la deuxième plus grosse que je peux jouer. Ah bah oui, on sera d'accord. Moi, pour Donc, moi, le meilleur rapport qui a été pris, c'est Bengals. Les Bengals à 2,42, on est d'accord. Les Rams à 2,08. Exactement. Et les Bills à 1,93. Et les Bills à 1,93. Là, en fait, on vient de faire un combiné avec 3 outsiders, donc on ne peut même pas faire de YOLO quasiment. 3 outsiders que j'ai parié personnellement. Bah, c'est ça. Et auquel. Et moi, toi aussi, d'ailleurs. Bah, c'est ça. Moi, j'ai parié les Bengals. Non, t'as mis Buccaneers. J'ai mis les Buccaneers, mais tactiquement, tu vois. Donc, ça ne me choque Ouais. pas du tout de prendre les Bengals sur un pari Unibet. Et les Bills, ça, je les ai pris, du coup. Ouais, c'est un match très serré. La cote, d'ailleurs, sur le Chiefs-Bills est pas mal. Hein. 1,72 d'un côté pour les Chiefs, 1,93 pour les Bills. Vraiment, donc là, avec 5 € misés, on a 48,57 € de gain potentiel sur le combiné. Bengals, Rams, Bills. Après, évidemment, hein, vous pouvez toujours les jouer en simple. Alors, du coup, encore une fois, on fait à chaque fois pour les playoffs. Si on fait le YOLO, c'est tous les outsiders. Donc, on rajoute les 49ers à ça. C'est à 2,95. Donc, 5 € misés, 143,29 € de gain potentiel. Mais les 49ers, du coup, c'est un peu plus... c'est un peu plus risqué. Ouais. C'est un peu plus risqué. Donc là, on est sur du YOLO. Après, si on fait un combiné... Si on essaie de faire un combiné avec les 4 matchs, puisque maintenant, on est dans les playoffs, on peut tenter des combinés avec les 4 matchs. Est-ce que tu irais jusqu'à dire notre combiné de base, c'est Bengals, Packers, Rams, Bills? Oui. Ok. Donc, 5 € misés, 64,60 € de gain potentiel. Il y a encore une fois, si vous le sentez bien, c'est des 50-50, mais si vous le sentez bien sur un des matchs, bah là, il y a des cotes plutôt sympas à faire. La plus basse de la semaine, c'est 1,33 pour les Packers. Sinon, ensuite, on n'a que des matchs équilibrés avec des bonnes cotes. Donc, n'hésitez pas, ça se passe chez Unibet. Moi, je vais dire, sur le match des Packers, limite, parce que je suis un peu basique sur des paris, mais je sais qu'on peut parier sur les touchdowns, les yards, etc. Moi, je mise sur Davante Adams plus. Hein. Je ne sais pas comment ça marche, un nombre de yards ou nombre de touchdowns. Alors, les marqueurs de touchdown, en fait, vous pouvez les mettre. Les codes sont mises un peu plus tard. Là, on ne les a pas, les marqueurs de touchdown, au moment où on enregistre, mais elles sont mises un peu plus proches du match. Et vous pourrez parier sur Davante Adams, marqueur de touchdown. Après, vous pouvez aussi parier sur les écarts de points. Hein, si vous voulez vous faire grimper un peu la cote de Green Bay. À vainqueur de 7 points ou plus, ça monte à 1,76 par exemple. Donc, ça peut aussi être des choses intéressantes. Mais là, il y a vraiment pas mal de bonnes choses à voir sur Unibet. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et évidemment, jouer de manière raisonnable. Merci beaucoup, Victor. C'est comme ça que se termine l'épisode 478 du podcast Touchdown Actu. On remercie tous ceux qui nous écoutaient, tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, TD Actu sur Twitter et Facebook, @Touchdown Actu en entier sur Instagram, Victor Roulier sur Twitter pour Victor, @Alain pour moi-même. Et je vous donne rendez-vous sur twitch.tv/tdactu ce dimanche pour le fauteuil, dimanche à 20h. Le fauteuil, 20h, 21h. C'est toujours l'heure qui précède les matchs. On a été donc 18-19h évidemment pendant quasiment toute la saison. Mais là, on va être 20h, 21h pour ce dimanche, 20h, 21h pour le dimanche des finales de conférence, puisque ce sera le même horaire. Et puis évidemment, au Super Bowl, le fauteuil ultra rallongé. Minimum 2 heures, probablement 3. Hein. L'année dernière, on s'était fait 21h minuit. Je pense qu'on va se faire ça. Voilà. Donc, en tout cas, rendez-vous dimanche dans le fauteuil. Toujours un plaisir de vous avoir. Et on parlera donc des parcours les plus improbables de l'histoire en play-off. Victor a teasé, ça parlera Eagles. Merci Victor. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Merci à toi. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.